Ben, Joseph, du coup, je suis berger depuis plusieurs années maintenant. Ça n'a pas été mon métier d'origine, j'ai 35 ans. Mais c'était une conversion professionnelle ou un long cheminement de mon côté. Voilà, j'étais petit-fils de paysan et j'avais toujours eu cette idée de revenir à la terre à un moment donné. Et voilà, arrivant du Pays Basque, c'était presque un chemin tout tracé. Mes grands-parents étaient paysans, vivriers, donc petite agriculture pour subvenir à leurs besoins quotidiens, famille assez pauvre du coup. Et puis c'est arrivé au fur et à mesure de mes rencontres, des week-ends que j'ai pu passer avec des bergers au Pays Basque, dans les Pyrénées, dans la vallée d'Aspe. Et puis un jour, je me suis décidé en fait à me lancer. Je suis passé par une formation du coup. J'ai fait une formation. Il existe 5 centres de formation en France. J'ai fait la formation de berger vacher à la Motte-Servolex en Savoie. Le métier de berger, du coup, c'est peut-être le plus bel aspect qui fait partie du métier d'éleveur. C'est-à-dire que nous, on a en charge la santé du troupeau. Donc, on s'occupe de la santé. Ça peut être aussi bien des maladies, mais surtout, en fait, c'est l'alimentation du troupeau dans des espaces naturels. Et donc, nos connaissances de ces espaces nous permettent de valoriser au mieux le fourrage qui existe, l'herbe, les prairies, etc. Et donc notre métier, en fait, c'est simplement que les bêtes soient belles, qu'elles soient en bonne santé, etc. Faut bien différencier deux parties sur le métier de berger. Sur le métier de berger, on a des bergers éleveurs donc qui gardent leurs troupeaux tout le temps à l'extérieur et qui sont propriétaires du troupeau. Et puis les bergers salariés comme moi qui sont des bergers qu'on emploie pour prendre soin du troupeau. Du coup, voilà, c'est un peu les deux aspects. Moi, aujourd'hui, je suis berger salarié dans les Alpes. Et puis, je m'occupe de troupeaux qui sont soit destinés à la production de viande, soit destinés à la production laitière, soit juste la collecte du lait, soit la fabrication de fromage. Et c'est deux gestions complètement différentes, et du troupeau et des espaces. Il faut savoir qu'on associe souvent berger à alpage et estive, mais il y a des bergers qui travaillent toute l'année. Moi, c'est mon cas. Dans le sud-est de la France, les troupeaux sont tout le temps dehors, quasiment. Ils sont très peu complémentés, un petit peu en fourrage, mais la majorité de la ration alimentaire, c'est l'espace qui est pâturé, donc soit des prairies, soit de la colline, euh, toutes les collines du sud de la France qui sont pâturées par les troupeaux. Pour un berger, bah, généralement, il va garder en colline dans le premier semestre de l'année. Et puis, au mois de mai, juin, ça dépend des endroits, on commence à partir pour les estives, pour les alpages et à monter en altitude jusqu'à un point culminant qui va se situer aux alentours de la fin août, début septembre, où vraiment là, on est très très haut, on va manger une herbe très rase qui pousse à la fin du mois d'août et qui dure peu de temps. Et après, on attaque la redescente. À partir du mois de septembre, octobre, on redescend et puis on redescend de la montagne, on va dans la plaine et on redescend après pour les troupeaux qui viennent du sud de la France. Ils redescendent directement dans le sud pour remanger en colline, puisque là, l'herbe aura eu le temps de repousser, elle sera redevenue verte alors qu'en alpage, elle aura complètement disparu. Alors, faut rappeler des choses sur le mot extensif, parce que finalement, il a été créé en opposition à l'élevage intensif. Euh, on peut très bien faire de l'élevage extensif en étant intensif. En fait, ce qui se dit derrière ces mots-là, c'est surtout que l'élevage intensif est plutôt c'est de l'élevage hors sol, ce qu'on appelle l'élevage dans des bâtiments. Les animaux voient jamais de l'herbe fraîche, ils sont toujours sur de l'aliment sec et de l'apport en céréales, donc ce qu'on appelle concentré, quoi. L'élevage extensif, finalement, c'est un élevage qui a toujours existé. C'est le fait pour une ferme
d'aller trouver la ressource fourragère qui est disponible autour de la ferme. Donc, soit dans les prés, soit dans la colline, soit dans la forêt, soit en alpage. Et c'est vraiment ça qu'il faut intégrer sur ce type d'élevage, ce qu'on appelle l'élevage pastoral. En plus, dans cette notion de pastoral, il y a une notion de traversée. Ça va un peu au-delà du simple fait de mettre les bêtes dans un pré. On est vraiment sur quelque chose de pendulaire autour de la ferme ou un peu plus loin quand on va se déplacer pour la transhumance. Et on va chercher les aliments que la nature met à disposition pour les troupeaux. Alors vraiment, c'est une interdépendance en fait avec le milieu parce que d'une part on suit les saisons, les plantes poussent à des saisons différentes, dans des lieux différents, etc. Et nous, notre métier, c'est 80% d'observation, observation des animaux, de leur état corporel, de comment ils sont, de leur état sanitaire, et observation du milieu. J'aime pas trop ce terme-là, mais on est un peu des jardiniers des espaces, parce que finalement, si on pâture trop tôt un endroit, ou si on pâture trop tard, on va perdre en qualité d'une année sur l'autre, et on va avoir des impacts plus ou moins négatifs sur la biodiversité et sur la qualité des espaces dans lesquels on envoie nos troupeaux. Donc en fait, on est en permanence là pour préserver l'espace dans lequel on va faire manger les troupeaux. On analyse la qualité de l'herbe, la hauteur, si les bêtes ont assez mangé l'endroit où on les envoie, ce qu'on appelle sous-pâturage ou sur-pâturage. On essaye de trouver un équilibre entre ces deux notions. Sur les montagnes, souvent on essaye de récupérer les informations des années précédentes. On a des cahiers de suivi qu'on se passe entre bergers, qui sont vraiment rattachés à un espace, à une montagne, dans lequel les bergers renseignent quand est-ce qu'ils sont allés à tel endroit, comment c'était la météo, quelles plantes il y avait, quelle hauteur d'herbe, etc. Donc ça, c'est un suivi, on va dire, entre bergers, de partage de la connaissance. Et puis les éleveurs qui nous emploient aussi nous transmettent aussi la connaissance qu'ils ont de l'endroit où ils ont l'habitude d'aller. Et puis surtout, on est souvent accompagné par des chercheurs, des ingénieurs agronomes, des ingénieurs pastoraux qui, dans un discours et un échange permanent avec eux, on adapte au mieux le nombre de bêtes qu'on met à tel endroit, la façon dont on pâture, les espèces qu'on peut trouver, s'il faut pas aller à tel endroit à telle période parce qu'on doit protéger certaines espèces. Et puis voilà, donc on est vraiment suivi, on fait pas n'importe quoi. Alors le pastoralisme, la tradition du pastoralisme, au niveau de la transmission des connaissances, c'est une tradition très orale. Il y a peu d'écrits. Il y a quand même beaucoup de recherches aujourd'hui sur le pastoralisme, sur en quoi le pastoralisme aujourd'hui est la forme d'agriculture la plus résiliente dans le contexte qu'on sait, hein, de réchauffement climatique, de production alimentaire raisonnée, etc. Et donc, dans tout l'arc méditerranéen, on a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus. Donc, il y a une transmission de connaissances et de savoir qui se fait, j'ai envie de dire, un peu des deux côtés, quoi. On a la partie cahier, école, livre, et puis on a la partie transmission orale qui ne s'apprend pas dans les livres, quoi. C'est une agriculture qui ponctionne pas plus que ce qu'elle est capable de redonner. Donc, quand on fait pâturer des troupeaux sur des espaces, on fait en sorte qu'ils pâturent pas plus que ce qu'il est capable de refaire pousser l'année d'après. Parce que sinon, on s'auto-pénalise. Et ça, dans un système où on fonctionne avec les cycles naturels, c'est quelque chose dont on a forcément conscience au quotidien. Déjà, de toute façon, on est clairement la première génération à voir le changement climatique sous nos yeux. Donc, d'une année sur l'autre, on voit bien que c'est jamais pareil, les saisons sont différemment marquées. Et du coup, moi, depuis que je suis berger, je vois qu'en estive, souvent, quand on arrive sur des estives où il y a des anciens qui sont là, ils sont là depuis
depuis vraiment 50, 60 ans, ils sont toujours montés, ils montaient avec leur père, grand-père, et voilà, et ils te disent que la montagne, il y a 30 ans, elle n'était pas comme ça. On s'aperçoit aussi que la flore alpine est montée d'un étage. La recherche qui est faite par rapport à ça, c'est que les scientifiques s'aperçoivent que les plantes, pour s'adapter, eh ben, vont chercher la fraîcheur plus en haut et du coup commencent à monter des espèces qu'on ne retrouvait pas à certains étages. Et puis au niveau du métier en tant que tel, c'est un métier qui demande à être connu. On a des gros besoins aujourd'hui parce qu'on manque de bergers. Il n'y a pas assez de bergers salariés. Les espaces se referment énormément. C'est des vraies problématiques au niveau des communes, hein, parce que si un endroit n'est pas entretenu par les troupeaux, bah, du coup, soit c'est de l'entretien mécanique, soit c'est de l'entretien chimique, soit on laisse à l'abandon. On peut se dire qu'on laisse à l'abandon et qu'on laisse les choses, la nature faire, sauf que la nature, bah, elle a horreur du vide, elle va combler avec de la broussaille. Et puis, les années devenant de plus en plus sèches, on a des feux. Un dernier point sur ce métier qui change, c'est un métier qui se féminise énormément. Beaucoup de femmes qui viennent et c'est chouette parce qu'elles ont vraiment fait avancer les conditions dans lesquelles on exerce aujourd'hui. Les cabanes d'alpage sont quand même plus ou moins agréables à vivre. On n'est plus coupé comme on a pu l'être il y a plusieurs années. Il y a un tas de choses qui ont vraiment avancé, quoi. Je ne sais pas si elle peut la bouleverser. En tout cas, une chose est certaine, c'est que aujourd'hui, elle a eu un impact sur 2 points. Le premier, c'est que on s'est aperçu que bah, y avait des gens dans ce pays qui produisaient de la nourriture pas très loin de chez nous, et que c'était quand même assez pratique d'y aller. Euh, donc ça, c'est un point intéressant. Et puis à côté de ça, il y a aussi l'effet du coup du rouleau compresseur du système dans lequel on est, qui s'est mis en place. C'est-à-dire que la première chose qu'on a fait, c'est interdire les marchés. Les élevages pastoraux, c'est le seul endroit où on vend nos produits quasiment, hein. Et ils ont été fermés en priorité et on a laissé les supermarchés rester ouverts parce que de toute façon, c'est là où on trouvait tout et on voulait limiter les déplacements. Donc c'était assez facile. Est-ce que l'avenir veut que ça change? Je ne sais pas. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne le sait. C'est une volonté d'abord des citoyens de demander ce changement et en tout cas d'essayer de l'opérer. Je ne crois pas que les dirigeants actuels aient une bonne lumière un jour en se disant c'est ça qu'il faut faire. Mine de rien, l'élevage pastoral, c'est ce qui coûte le moins cher, hein. Non, on ne consomme pas grand-chose, hein. C'est à espérer que ça change, qu'on revienne à des pratiques beaucoup plus saines au niveau de l'agriculture, sans parler de bio, etc. Mais en tout cas des pratiques intelligentes, qui soient résilientes. Ça, c'est hyper important. Déjà, quand vous vous baladez en montagne, n'hésitez pas à aller voir les bergers, en tout cas, essayez d'aller les rencontrer. Je crois que ça, on est tous plus ou moins ouverts à la discussion quand on est là-haut. Faites attention aussi à comment vous vous comportez vis-à-vis des troupeaux, parce que des fois, ça peut être compliqué pour nous, les interactions avec les randonneurs, etc. Mais en tout cas, pour ceux qui ont envie, déjà, ils peuvent rencontrer des bergers assez facilement aujourd'hui, hein. Il y a des estives partout, il suffit de s'y rendre en dehors des heures de sieste, parce qu'on commence très tôt le matin, et puis de discuter. Ensuite, voilà, de se documenter, hein, sur les pratiques pastorales, parce qu'il y a plusieurs formes de pastoralisme. Et puis, après, en termes de formation, aujourd'hui, il n'y a pas de formation euh, avant le bac qui existe. C'est toujours des formations pour adultes. Et puis, bah, c'est la meilleure manière de découvrir, je pense, hein. En tout cas, soit de faire passer par des stages, soit de passer par une école agricole et de s'orienter vers des formations agricoles pastorales. Et puis après le bac, de faire une formation pour devenir berger. Le premier des pouvoirs qu'on a, c'est le pouvoir du porte-monnaie, donc de faire attention à ce qu'on consomme, à ce qu'on achète, et d'essayer de se renseigner, d'aller voir les paysans, d'aller acheter sa viande, son fromage au moins chez eux. Je crois que toutes les fermes sont ouvertes pour ça.
Et puis la multiplicité des points de vente aujourd'hui fait que voilà, on arrive à trouver des produits issus de nos pratiques. Et puis pareil, hein, l'été, en tout cas quand vous nous rencontrez dans les montagnes, n'hésitez pas à nous dire bonjour, à nous faire coucou de loin. Si, ne pas oublier que quand vous nous rencontrez, nous on travaille. Et que du coup, bah, l'interaction est parfois possible, parfois impossible. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est simplement qu'on est en train de travailler. Imaginez toujours que quand vous nous voyez dans les espaces pastoraux, c'est comme si vous alliez voir votre collègue devant son bureau d'ordinateur ou autre chose. Voilà, c'est exactement la même chose. On a le droit au bonjour, parce que parfois on n'y a pas le droit, et c'est assez désagréable. Et puis on est toujours enclin à échanger sur ce qu'on fait et à échanger sur nos pratiques, parce que peu de gens connaissent et savent que ça existe encore. Il y a plein de films sur les bergers qui sont sortis un peu à droite à gauche et qui sont assez accessibles, pardon. Et ouais, n'hésitez pas à vous renseigner sur les pratiques et puis à aller un peu creuser, fouiller au-delà de ce qu'on peut entendre et de ce qu'on peut souvent entendre sur l'association berger loup, berger ours. On pratique un métier et on a une pratique agricole qui va vraiment au-delà de ça.